Vous écoutez Asymétrie. Des témoignages nourris d'expériences singulières. Un podcast préparé et réalisé par Melvin Gardet. Saison 1, épisode 3. Je reçois aujourd'hui Elisa Ducasse. Cette jeune femme de 25 ans a eu une enfance heureuse, une scolarité exemplaire dans un cadre familial sain, bref, un parcours souhaitable. Mais à l'âge de 19 ans, Elisa découvre qu'une Mickey, une maladie inflammatoire chronique intestinale, sommeille en elle depuis des années et qu'elle a décidé de se manifester. Elisa Ducasse témoigne de sa construction avec la maladie de Crohn pour Asymétrie. Bonne écoute. Avant de vous laisser écouter ce troisième épisode du podcast, j'ai quelques éléments à vous partager pour bien comprendre le sujet. À savoir que les Mickey sont composés de plusieurs maladies, dont voici les deux plus répandues, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, dont on va parler aujourd'hui. On sait qu'en France, à minima, 100 000 personnes en sont atteintes. C'est une pathologie qui impacte le corps, de la bouche à l'anus, donc l'ensemble du tube digestif. Concrètement, les symptômes se manifestent sur les selles de la personne, sur son poids, sur sa peau, sur son niveau de fatigue, sur ses articulations ou encore par des douleurs abdominales. De nos jours, la maladie de Crohn touche principalement les jeunes, alors qu'elle touchait les personnes âgées il y a plusieurs dizaines d'années, ce qui laisse supposer que les facteurs environnementaux qui nous entourent jouent un rôle sur le développement de la maladie. C'est une maladie que l'on appelle auto-immune, vous avez déjà dû en entendre parler. Elle ne se guérit donc pas, mais elle se soulage avec des traitements. Voilà, vous avez les bases, alors je vous laisse maintenant découvrir cet échange. Bonjour Elisa, bienvenue au micro d'Asymétrie, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Melvin. Est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer ce que c'est la maladie de Crohn? Ben, moi, ma définition de la maladie de Crohn, c'est une espèce de... c'est les montagnes russes, en fait. Il y a des phases de rémission, des phases où tu vas bien et des phases de crise. Donc, des phases d'inflammation qui sont pas... En plus, c'est un peu vicieux des fois. C'est pas forcément visible dans tes analyses de sang ou quoi. Donc, c'est vraiment en fonction de chaque patient. Et chaque patient vit sa maladie de Crohn. Enfin, elle ne se ressemble pas vraiment. Chaque patient a son histoire et son ressenti sur cette maladie, qui est d'ailleurs très difficile à diagnostiquer de par ça, parce que c'est vraiment différent en fonction d'une personne ou de l'autre, quoi. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous raconter quel était ton rapport à la maladie avant qu'un diagnostic soit posé? Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs dans ton cas? Ouais. Alors explique-nous. Bah, depuis gosse, je rate l'école beaucoup quand même. Je suis une bonne élève, mais je suis souvent malade. Je fais du sport et tout, mais j'ai quand même des phases où, bah, j'ai des diarrhées, et on met ça sur le compte un peu du stress, parce que, bah, voilà, je fais de l'équitation, j'ai des concours, des choses un peu stressantes, voilà, donc on met ça sur le compte du stress. Je me souviens même que mes parents au primaire, ils ont été convoqués parce que je ratais un peu trop l'école. Donc il y a quand même cet absentéisme un peu latent, et je me souviens pas trop des douleurs, mais je me souviens que j'étais souvent absente, souvent malade. On se posait un peu la question d'une phobie scolaire, alors que pas du tout. Enfin voilà, ça a commencé quand même assez tôt. Et puis les vrais gros symptômes ont commencé à l'adolescence. Je pense que ça a aussi été la cigarette qui a aussi poussé le truc et poussé les crises, parce que le tabac, ben, c'est pas du tout recommandé quand on a la maladie de Crohn. C'est différent pour la rectocolite hémorragique, mais en tout cas pour Crohn, c'est pas la copine. La cigarette n'est pas la copine de la maladie de Crohn. Et donc, ouais, j'ai des douleurs un peu, et surtout des diarrhées qui m'inquiètent, parce que je prends des antidiarrhéiques à la toque, parce que c'est tabou, parce que ben, quand on est au lycée, c'est toujours difficile de dire ben voilà, j'ai envie d'aller aux toilettes, parce que voilà, à cet âge-là, on nous montre un peu du doigt, donc on fait ça un peu en cachette. Je me goinfre d'antidiarrhéiques. Ma mère, elle en avait marre, elle m'en achetait toutes les semaines. J'étais interne en plus. Et toutes les semaines, je lui disais, il me faut des cachets, quoi. Elle me disait: «Mais t'es sûre, machin?» Donc je vois des médecins, mais franchement, mon médecin traitant qui me suit depuis que je suis toute petite, elle met vraiment ça sur enfin, sur le stress. Sur le stress, sur c'est psychologique, voilà, parce que ben, une gastro, ça dure pas un an. Donc on met vraiment ça là-dessus.
Et Donc je pas co d'examens médicaux à ce moment-là? non, prise de sang, vite fait, voilà. Puis la prise de sang dans la maladie de Crohn, si elle est pas faite au bon moment, On on voit voit rien. rien. Mmh. Et même des fois, si elle est faite en crise, on voit rien non plus. Donc c'est hyper, c'est ça qui est compliqué. Et puis bon, voilà, je finis le lycée comme ça. Je suis quand même, je vais beaucoup aux urgences parce que j'ai quand même des soirs où c'est sacrément costaud. Je me retrouve au sol, je fais des malaises aux toilettes, enfin voilà. Je suis interne donc quand même, voilà, les liens avec, les filles de ma chambre et tout sont très, très forts. C'est vraiment comme des sœurs donc elles, je me confie beaucoup. Elles voient que je me sens pas très bien. Et puis j'ai jamais, eu une morpho où j'avais du poids en trop. Donc en fait, j'étais pas voilà, j'étais toute fine, mais ça alertait personne, quoi. Pas et même pas moi parce qu'en fait, j'avais jamais eu de surpoids. Et Et toi, juste pardon, en tant que, jeune adolescente, ouais, tu quel âge à cette à période-là? ce moment-là, j'ai, 15-16 ans. Donc, dans cette période d'adolescence, oui, est-ce que tu intériorises le discours du médecin qui te dit que c'est lié au stress? Ouais. En fait, je me dis: «Il dit des conneries», mais j'ose pas aller contre ça. D'accord. Genre, pour moi, c'est le médecin qui me suit depuis que je suis petite, donc elle, c'est une femme. Elle me connaît et il y a un peu ce truc de confiance où, bah, c'est le médecin de toute la famille, il y a une espèce de supériorité, genre c'est le médecin, tu lui fais confiance, quoi. Mais je me dis quand même, à force, il y a quand même quelque chose qui cloche, quoi. Mais bon, voilà, je le garde en moi. Je le garde en moi donc là je me mets avec un mec donc et je vis avec lui, il y a des soirs où je dors, dans son appart étudiant et pas à l'internat et il y a un soir où vraiment, horrible, j'ai l'impression que on me marque au fer rouge dans le ventre. Genre, je tiens pas debout, je hurle à la mort, on appelle le SAMU mais voilà, c'est des douleurs abdos, est-ce que c'est l'appendicite? Est-ce que c'est enfin voilà. Et puis je vais, pareil à l'hôpital, je vais aux urgences et puis, jamais, jamais, jamais on se dit, il y a peut-être quelque chose qui est plus profond que des crises de douleur abdos, en fait. On n'évoque pas du tout le fait que la maladie, puisse être là au fond de moi, quoi. Parce qu'en fait, il y a des phases où je vais bien. Donc forcément quand on est malade, on va, jamais bien, en fait, normalement. Enfin dans la Mmh. visualisation qu'on se fait et vu qu'il y a des périodes où je vais bien, ben voilà, c'est juste, des douleurs comme ça. Inflammation de l'appendicite peut-être, machin. Mais bon bref, au final on m'opère pas, mon appendice va très bien, voilà. D'accord. OK, juste une précision pour les auditeurs, je viens d'y penser, c'est qu'on se tutoie. Donc Oui. juste pour leur préciser, on se connaît, et moi j'ai un peu vu les débuts, de ta maladie. On s'est connus, à l'école, on était en BTS ensemble, et donc justement, on y vient. Donc on va parler de cette période, où tu te diagnostiques. Mais voilà, c'était juste pour vous expliquer, amis auditeurs, que on se connaît. Donc c'est pour ça qu'on se tutoie, Elisa et moi dans cette interview qui est donc un peu différente des autres et des autres épisodes que vous avez pu écouter. Concernant donc cette période d'errance médicale où tu sais pas trop, bon voilà, en gros tu te cantonnes au fait que c'est du stress et Ouais. puis en plus tu es adolescente donc ça correspond bien à la période, etc., dans le discours des médecins. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te décides à insister finalement auprès Mmh. des médecins et à dire non, non, mais il y a vraiment quelque chose qui va pas, ça va bien au-delà du stress. Et en fait, à un moment donné, là, il faut faire beaucoup plus d'analyses, il faut aller plus loin. Et pour qu'on en arrive à ce diagnostic qu'on connaîtra plus tard, qui sera celui de la maladie de Crohn. En fait, c'est ce médecin-là qui m'a fait un espèce d'électrochoc. Un jour où, je vais vraiment pas bien, mon copain de l'époque me dit: «Prends rendez-vous». J'appelle et puis, mon médecin qui m'a vu, je sais pas 2-3 jours avant, pour les mêmes raisons, ne veut pas me recevoir. Parce que, je suis une tarée, quoi. Enfin, je suis une hypocondriaque, quoi. Alors, j'ai mal, mais il y a rien, il y a rien, il y a rien à la prise de sang. On a fait peut-être, je sais pas, une écho abdos, je sais plus à ce moment-là ce qu'on a fait, mais il y a rien. Tout va bien, tout va très bien, voilà, c'est dans ma tronche, quoi. Et j'y vais quand même parce que je tiens pas debout, en fait. Donc, je lui dis et puis à ce moment-là, il me croit, il me voit bien de toute façon, il voit bien que ça va pas. Donc, il m'emmène, ou c'est ma mère, je sais plus, enfin bon bref, je me rends quand même au cabinet médical
Et en fait, elle me reçoit dans son bureau, je suis toute seule et en fait, elle me dit, j'insiste déjà pour rentrer dans ce bureau parce que j'avais pas rendez-vous du coup et elle me dit, «Écoute Elisa, il y a pas écrit lourde sur la porte. Donc si tu attends un miracle, c'est pas ici que tu dois le trouver, quoi». Voilà. Et cette phrase, c'est pas il y a pas écrit lourde sur ma porte, genre, ça m'a, là, je suis rentrée en confrontation. Parce que là, je me suis dit: «Non, mais en fait, j'ai vraiment mal, je suis en larmes. Donc, si tu me crois pas, c'est pas toi». Enfin, en fait, là, j'ai compris qu'il fallait que je change de médecin. D'accord. Et donc là, j'ai pris rendez-vous, enfin, je me suis trouvé un médecin traitant là où j'habitais à ce moment-là, avec mon copain de l'époque. Et ce médecin m'a écoutée pour de vrai, sans tout cet historique de je ratais l'école quand j'étais petite, machin et tout. Parce que médecin de famille, ça te suit de A à Z. Et donc là, il y avait une espèce de renouveau, de nouveauté, une page blanche. Donc je pense qu'il m'a vraiment écouté, il a vraiment écouté mes symptômes, pour de bon, quoi. Il m'a dit, ben, on va peut-être creuser. Donc là, il me prescrit des examens supplémentaires et tout. Et là, mon état se dégrade sacrément. Donc là, déjà, on commence à voir dans mon sang qu'il y a les CRP, donc le taux infectieux qui explose. Et des fois où en fait, il redescend. Mais voilà. Mais il y a des moments où il explose sacrément et ça appuie un peu le fait qu'il y a quelque chose. Et là, je me dis, waouh, je suis pas folle, quoi. Il y a un truc, c'est écrit noir sur blanc. Il y a un examen qui fait que. Parce que moi, j'avais même des doutes sur moi-même, en fait. Je Eh me oui. disais, mais va falloir que je me fasse interner ou quoi? Genre, c'est peut-être moi, en fait. Elle en est arrivée à ce médecin à me faire douter de moi-même et Mm. ouais, du fait que ouais, je me le créais, en fait, tout ça. Oui, en fait, ce qui t'a poussé à aller voir un autre médecin, Ouais, finalement, c'est les symptômes et la douleur, c'est ça. plus que l'aspect psychologique. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était D'accord. vraiment la douleur. Et donc, ben, on commence à étayer un dossier, quoi, en fait, où on voit qu'il y a des fois où ça va pas bien, des fois, nan, nan. Et puis là, je fais des uvéites à répétition, donc c'est les yeux qui sont hyper inflammés, hyper rouges. C'est pas des conjonctivites, c'est tout rouge, t'es hyper photosensible, la moindre lumière, tu hurles. Et ça me faisait un œil, puis l'autre, puis l'autre. Et en fait, je me rends dans un cabinet d'ophtalmo comme ça, au hasard, le premier qui peut me recevoir parce que j'en peux plus, en fait. Et en fait, à chaque fois, on me dit que c'est une conjonctivite, enfin voilà, on cherche pas trop, quoi. Et en fait, j'ai appris après que c'était hyper grave ce que j'avais et que j'aurais pu devenir aveugle à ce moment-là. Et que c'est aussi un symptôme de Crohn et de l'inflammation. Et donc voilà, je commence à faire des uvéites, je vois des spécialistes et là, je commence à plus pouvoir tenir debout. J'ai aussi des symptômes articulaires. Donc je fais des malaises en cours. Donc là, toi, tu en es témoin parce que tu m'as vu en faire un. Et pas qu'en cours, à la maison, c'est pareil. Je me renferme là socialement, ben, les amis, hein, qui veulent, voilà, qui organisent des soirées. Puis je suis partante, puis au final, j'annule ou sinon, ben, à force d'annuler, je dis que je suis plus partante, quoi, ou que j'ai un truc à faire alors que c'est pas vrai. Et là, je commence à vraiment me renfermer socialement. Tu t'isoles parce que, en fait, t'arrives pas encore à vivre avec la maladie. C'est ça. C'est un poids pour Ben, je l'instant. sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai. Mm. Et je sais pas ce que j'ai mal, j'ai honte. Et tu le contrôles pas. Je le contrôle pas et je sais qu'à tout moment, si je dois vite courir aux toilettes et que je suis en boîte de nuit, ça va être chaud, quoi. Et du coup, ben, je m'interdis de sortir et je me dis: «Mais c'est quoi cette vie?» Genre, là, je suis censée nighter, je suis censée être, au max. J'ai 18-19 ans, là, enfin, je suis trop bien. Et en fait, non. Genre, plus petit à petit, je fais des festivals l'été et tout. J'arrive quand même à sortir de temps en temps. Mais c'est vraiment avec des personnes en qui j'ai confiance fois 1000. Et c'est de Et l'organisation. c'est de l'organisation et je suis toujours un peu en stress de me dire: «Est-ce que ça va aller?» machin. Et là, je commence à plus pouvoir tenir debout. Donc là, je suis toujours pas diagnostiquée, mais j'ai quand même vu des médecins qui m'ont prescrit des cachets, qui sont très lourds, et qui assomment. En fait, ça te réduit la douleur, mais ça t'assomme, mais ça n'empêche pas la maladie d'évoluer. C'est juste un petit pansement qu'on met sur la plaie ouverte, quoi. Et puis les cachets commencent à plus faire effet, donc en fait, mon corps s'y habitue. Donc c'est des cachets très durs, hein, très, très lourds. Et à cet âge-là. Et puis bon, voilà, j'ai mon BTS. Ça se passe cool, voilà, ça se passe bien, j'ai des super notes et tout. Donc je m'accroche quand même au niveau des études. C'était un peu mon refuge à ce moment-là. C'est ça qui me faisait tenir et c'est là-dedans où ouais, en fait, j'avais ma vie normale d'étudiante. Voilà, je sortais peut-être pas autant que les autres, mais au moins j'avais mes diplômes, j'étudiais, voilà, j'avais une vie à peu près normale.
Et puis là, je rentre en licence, puis pareil, j'ai des phases où ça va, des phases où ça va moins Alors bien. attends, juste parce que euh, tu oublies le moment, t'as pas raconté le moment où le diagnostic est véritablement posé. Il est pas encore posé. Il n'est pas encore posé quand tu arrives en licence? Non, non, non. Il est pas encore posé parce que, enfin, il commence à émerger. Il commence à émerger, mais en fait, on se dit, il y a quelque chose en dessous de ça, mais on ne sait pas ce que c'est parce qu'en fait, c'est trop flou. Il y a et des symptômes digestifs et des symptômes articulaires. Donc là, en fait, à ce moment-là, on m'a déjà peut-être un peu évoqué la maladie de Crohn, mais on l'a éliminé. Parce qu'en fait, au niveau des examens que j'avais fait donc une coloscopie, une endoscopie, il n'y avait rien. Parce qu'en fait, moi, je suis touchée au milieu, au niveau du grêle. Et on n'arrive pas à l'atteindre, le grêle, que ce soit par une caméra en haut ou par une caméra par en bas. C'est la petite zone floue. Et en fait, Fallait que ce soit ben, il là. fallait que ce soit là, effectivement. Au niveau du jéjunum, exactement. Donc, je sais pas, voilà. Mais c'est là, à cet endroit-là, et qu'il y a des ulcères et qui poseront le diagnostic cette année-là. Donc là, entre le moment où tu changes de médecin euh, et cette année, on y vient, tu vas le raconter dans un instant, où le diagnostic est établi, il s'écoule une année, 2 années, Ouais, il s'écoule une belle année, une belle année. une grosse Et, année. et dans ta tête, comment tu le vis tout ça? Le fait qu'on te dise à un Euh, moment donné, ouais. c'est peut-être Crohn, et puis finalement, ah non, ça peut pas être En ça? fait, c'est que j'ai l'impression que je passe le relais, quoi. Je sais que mon médecin ne me lâchera pas parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Il veut savoir ce que c'est. Et je passe un peu le relais. J'arrête, moi, de me battre, moi, en fait. Et c'est là où il a été hyper cool, en fait. C'est que, avec ce médecin-là, il m'a pris en charge pour de vrai. Et j'ai pu me reposer sur lui, dans le sens où lui, il faisait ses petites recherches, il me prescrivait mes petits examens. Et puis moi, à part les examens et les rendez-vous avec lui, je vivais ma vie, quoi. D'accord. Enfin, j'essayais de la vivre normalement. Et puis, voilà, je tiens plus debout un jour, et là, c'est le fauteuil roulant qui arrive. Et là, je me dis, mais what? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des ganglions qui poussent dans le cou, machin. Là, on commence à m'évoquer un lymphome. Donc là, le lymphome, donc, c'est un cancer des ganglions qui touche plus les filles, et en plus, c'est à cette période-là, à cet âge-là, surtout, qu'on les diagnostique. Donc, on était en plein dedans. Et donc là, ben, gros flip pour toute la famille, quoi. Cancer, c'est pas rigolo, quoi. Genre, c'est pas. Et donc, je suis hospitalisée pour une biopsie ganglionnaire. Euh, et donc, on me prélève un ganglion dans l'aine avec un chirurgien pas cool du tout. Donc, c'était anesthésie locale. Donc là, déjà, bizarre. Pour prélever, pour ouvrir quand même un truc et aller chercher dans l'aine, quoi. Et en plus, l'anesthésie, il laisse pas le temps d'agir et il mourra. L'aine précise pour les auditeurs. L'aine, c'est entre la cuisse et la partie génitale. C'est vraiment le pli de la cuisse, quoi. Et donc là, il m'ouvre sur pff, entre 5 et 10 centimètres. Ouais, ouais, on est sur un bon 7-8 centimètres. Et en fait, il me charcute, quoi. Là, c'est l'horreur. Là, c'est l'horreur. Je fais un malaise dans la salle. J'ai juste un champ devant moi, mais je vois tout si je baisse la tête. Et là, il y a une infirmière qui m'a sauvée. C'était mon petit ange, là, à ce moment-là. Elle me tient la main. Je suis toute seule avec ce chirurgien taré, là. Et donc, elle est là, elle arrive. Et puis, je lui dis, non, mais là, je vais vraiment pas bien, je sens tout. Et il me croyait pas, le chirurgien. Il me dit que je suis douillette. Et là, encore une fois, c'est le médecin, enfin, cette image du médecin qui est censé me soigner et qui, au final, me fait du mal et me croit pas, surtout quand je lui dis les choses. Parce que je suis jeune et que je suis une fille et que, voilà. Et c'était, voilà, c'était un peu. C'était encore moi contre les médecins, quoi. Et Hmm. ça me saoulait, cette situation. Parole contre parole, mais t'es C'est ça, sachant déséquilibré. qu'à la base, on m'a éduqué avec ce truc de valeur de le médecin, faut le respecter, il a fait des études de fou. Enfin, vraiment, je me suis toujours fait vacciner contre tout. Enfin, j'ai pas un truc dans mon entourage de genre on est contre les médecins, on est contre les vaccins. Enfin, tu vois, Oui, une on fait confiance dans le corps confiance. médical C'est et, ça, et on dans fait la science. confiance. Et là, je me rends compte petit à petit que ben, les médecins, c'est pas toujours nos potes, quoi. Et là, il me tient la main, je suis en larmes, je vomis de douleur, hein. Et puis, je lui dis: «Non, mais là, vous piquez», il me croit pas. Et puis là, en fait, il se rend compte qu'effectivement, je sens tout. Et donc, en fait, ce ganglion, il va être décisif parce que donc il arrive à en prélever qu'une partie tellement que j'ai mal.
Et en fait, on me dit que le résultat de ce ganglion, ça sera donc soit j'ai un cancer, soit j'ai pas un cancer, mais on sait pas ce que j'ai. Donc, j'attends 15 jours, c'est long, 15 jours, jusqu'au coup de téléphone. Donc là, j'étais majeure, donc on m'appelle à moi. Et c'est un professeur qui m'appelle. Et il me dit, ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que c'est pas un cancer. La mauvaise, c'est qu'on ne sait pas ce que vous avez. Donc on n'a pas avancé On réellement. n'a pas trop avancé et mon état est très très dégradé à ce moment-là. Je vais très très mal, je suis très maigre, je marche très difficilement avec des béquilles depuis plusieurs mois. Et même socialement, avec mes potes de l'époque et tout, j'ai ma béquille, quoi. On m'appelle Dr House à ce moment-là. Et j'en ris parce que il faut en rire, tu vois. Genre à ce moment-là, mon issue de secours. C'est d'en rire. Mais au fond, le soir, quand je suis toute seule, ça va pas, quoi. Genre, je me dis, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est des médecins toulousains. Et notamment mon gastro que j'ai rencontré à ce moment-là. Et en fait, lui, il me dit, bon, ben en fait, il y a une chose qu'on n'a pas fait. C'est la vidéocapsule. Donc là, concrètement, on avale une caméra et ça permet de voir tout le tube digestif. Et c'est cet examen qui a fait qu'on a vu le grêle et il y avait des ulcères dans le grêle. Et là, on a dit, OK, il y a une maladie de Crohn. Et en fait, les symptômes articulaires, oui, ça peut être lié à la maladie de Crohn, mais à ce moment-là, ils étaient tellement violents qu'on se disait, il y a autre chose en plus. Mais voilà, il m'a dit, donc là, il a posé le diagnostic. T'es accompagné quand tu fais cet examen? Cet examen, je le fais, je sais plus. Je sais plus, je le fais, non, je crois pas. Tu te rappelles du moment où le diagnostic est établi, où le Non, médecin te dit non. Je pense que là, mon cerveau, il a fait blackout. Je me souviens vite fait, si, ça y est, je me souviens. Je me souviens d'un truc. J'étais sur le parking d'une clinique, et là, c'est ma mère qui me dit, alors je sais pas si elle a appelé. Oui, je crois que ma mère, à ce moment-là, j'étais majeure, mais elle appelait quand même en cachette un petit peu les médecins, quoi. Parce qu'elle voulait avoir les vraies infos. Et donc mes parents qui me parlent de Crohn. Et qui me disent, bon, ben voilà, en gros, on en discute. Et en fait, dans notre famille, il y a un monsieur qui a eu la maladie de Crohn. Enfin, dans notre famille, c'est le meilleur ami de mon oncle. Et il est décédé très jeune de la maladie de Crohn. Donc là, c'était un peu le coup de massue, quoi. Parce que moi, j'avais que cet exemple-là. J'avais que ce. Voilà. Et je me souviens très bien de quand il est décédé et tout. Il était jeune, quoi. Il avait un petit garçon. Et là, j'ai fait waouh, est-ce que je vais mourir? Enfin, ça faisait un moment que je me demandais si j'allais mourir. Mais là, je me suis dit, ok, enfin, en tout cas, moi, je voyais la mort, quoi. Donc là, ben, Google, c'est my best friend, je regarde. la pire erreur. Voilà. Et non, en vrai, pas la pire erreur parce que j'ai vu que c'était pas forcément mortel. Et c'était juste ça. Là, à ce moment-là, j'ai dû taper maladie de Crohn, durée de vie, un truc comme ça. Et j'ai vu que, effectivement, ça pouvait, bah, tu pouvais développer, en fait, il avait développé un cancer lié à la maladie, mais tu peux développer des choses comme ça, pas cool autour, mais la maladie de Crohn en elle-même, ça va. Tu peux vivre, en fait, avec. Elle Tu... n'a pas d'impact sur la durée de vie. Elle peut, mais quand t'es vieux. Donc ça va, tu vois. Et, ou pas, enfin après, je sais pas, je connais pas tous les récits, je suis pas médecin, mais à ce moment-là, je suis rassurée, en tout cas. Donc l'effet du diagnostic, il te rassure. Ouais, il me rassure, mais je sais qu'il y a autre chose, parce que je tiens pas debout. Et ça, c'est pas normal. Et donc là, de suite, ils font le. Là, ça tilte. Et il me faut un test, c'est un don du sang, le truc, tu te vides de ton sang, mais en même temps, c'est efficace. Ils recherchent donc l'antigène HLA-B27. C'est un code Wi-Fi, mais. Et en fait, il m'explique que si j'ai ça, effectivement, ça peut expliquer mes rhumatismes et le fait que je tienne pas trop debout et tout. Parce que je me plains tout le temps des genoux, des machins, mes béquilles, le fauteuil, enfin des trucs chiants quoi, du quotidien. C'était plus ça qui m'emmerdait au final que la maladie de Crohn. Parce que c'était visible, ça. Les béquilles, le fauteuil, pas prendre l'ascenseur et pas l'escalier alors que j'ai 19 ans. Enfin voilà, c'est chiant quoi. Et c'est positif. Donc là, ça y est, on comprend qu'il y a deux choses distinctes qui étaient liées parce qu'en fait, c'est deux maladies auto-immunes, donc quand ça va pas, les deux ne vont pas. C'est rare que j'en ai une active et l'autre en sommeil, en fait. Et donc là, ça y est. Là, je suis soulagée. Est-ce que tu comprends tout de suite
que ce sont 2 maladies qui t'accompagneront jusqu'à la fin de tes jours? Ou est-ce que, tu l'entends, Ouais. mais tu l'intègres pas et ça vient plus tard? À ce moment-là, je sais que c'est pour toujours. On me l'explique de toute façon. Tu as des médecins enfin, une infirmière, Myriam, si tu m'écoutes, qui prend le temps de ouf. Elle m'explique de ouf, elle est trop chou, je l'adore. Et en fait, là, ouais, je comprends que c'est pour toujours. Mais j'en fouille un peu. Donc là, ben voilà, sortie, clope, alcool non, parce que j'aimais pas ça, mais Est-ce que le sentiment de panique, il t'envahit du coup, pas à ce moment-là, mais quelques années après, ou c'est un autre sentiment, c'est pas un sentiment de panique? c'est non, là je me dis, ben tu sais quoi, je vais aller prendre mon dossier, je vais aller voir l'autre médecin là pour lui foutre dans la gueule. En fait là c'est ça, c'est la revanche. C'est genre ça y est quoi, je suis pas tarée. Et tu l'as fait? Je l'ai pas fait, j'ai pas eu le courage. C'est ma mère qui l'a fait. Et en fait mes grands-parents étaient toujours suivis chez elle. Et en fait elle parle beaucoup de moi à ma famille en disant qu'elle s'en veut, qu'elle est désolée, que maintenant elle fera plus attention. Mais moi, elle m'a jamais écrit. Donc, enfin, c'est moi la principale concernée. C'est pas ma grand-mère, c'est pas. C'était un message à faire. Enfin, à mon avis, vu l'erreur qu'elle a fait à ce moment-là, elle aurait dû me contacter à moi en direct, en fait. Qu'est-ce qui s'enclenche ensuite d'un point de vue médical, au niveau des traitements, de ce que j'ai pu voir un peu avec toi, et de ce que j'ai pu voir sur d'autres témoignages? Souvent, vous passez, les malades de Crohn passent par beaucoup de traitements avant de trouver le bon traitement. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal en fait à trouver le bon traitement pour le bon patient? Ça me fait penser juste, petite référence, à un podcast qui s'appelle Le corps a ses raisons, dans lequel il y a le témoignage d'une femme qui s'appelle Julie, qui est diagnostiquée de Crohn depuis 20 ou 30 ans, je crois. Donc il y a vraiment du recul sur la maladie et qui dit qu'il y a autant de Crohn que de malades. Ouais, c'est ça. Donc ça, comment on l'explique et pourquoi donc cette errance au niveau des traitements? Les maladies auto-immunes, en règle générale, c'est chaud. Parce que c'est ça, c'est que une maladie, une personne, et puis le voisin qui a la même maladie, c'est pas pareil, quoi. Et je pense que le corps réagit pas pareil en fonction de plein de facteurs. Et donc, en fait, on doit, comme ça, jongler entre, un essai, on regarde, on laisse du temps, on voit si le corps s'habitue un peu trop vite, s'il développe des anticorps. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que sur les traitements, on peut, nous, développer un anticorps contre le traitement. Donc, en fait, le système de la maladie auto-immune, c'est le corps l'immunité qui nous attaque au lieu de nous défendre. Et on peut faire pareil avec les traitements. Donc, il y en a, ça passe direct, et puis il y en a, ça passe pas. Et puis il y en a, voilà, des traitements que tu peux garder des années, et puis d'autres, ben, ça aura marché que 3 mois. Voilà. Et dans ton cas, tu es où par rapport au traitement? Est-ce que là, aujourd'hui, après plusieurs années, tu as enfin le bon traitement ou est-ce que ça t'arrive encore de changer de traitement? Ben là, je suis à mon quatrième traitement. Quatrième, le premier n'était pas assez fort. Le premier n'était pas assez fort. Le deuxième, il a pas trop marché. Enfin, si, le deuxième, ça va, il a marché quand même plusieurs années. Donc là, c'était des injections intramusculaires. Donc là, c'est un autre step. Le premier, c'est des cachets. Le deuxième, c'est des piqûres. Donc là, tu dois te piquer toi-même et tout. Un peu bizarre. Parce que voilà, enfin, moi, j'ai jamais piqué de ma vie, quoi. C'est genre, comment on fait Et puis, tu as un protocole d'induction à ce moment-là qui est lourd. Et à ce moment-là, je commence à perdre mes cheveux. Donc là, pareil, féminité. Alors, on va y venir sur la féminité, on en parlera un peu On plus en tard. parlera après. Donc bon voilà, pour ce traitement-là, ça va, il a bien fonctionné. Et après, ben, j'ai eu mon petit bébé. Et là, ben, mon corps, les hormones et tout. Enfin non, oui, j'ai fait une pause en cours de ce traitement pour en tester un autre qui était catastrophique. Je faisais plein de malaise et tout. Donc je suis revenue au deuxième. Donc ça faisait 3 traitements différents en tout. Et après ma grossesse, le traitement qui marchait bien n'a plus fonctionné. Donc là, je suis passée à un autre. Et là, donc là, actuellement, je vais à l'hôpital une fois par mois, pendant une demi-journée, pour faire une perfusion. Et psychologiquement, ça fait quoi d'avoir un traitement, de se dire à un moment donné,
Ah ben nickel, ça se passe bien. Ouais, Et puis en fait, derrière, non. ouais. Est-ce que c'est pas un petit peu le retour, pas à la case départ, mais pas loin? Ben, en fait, là, les médecins, ils parlent en cartouches. C'est-à-dire? Genre, on a 3 cartouches, on a 2 cartouches, on a tu vois la fin arriver, en fait, tu vois? Ça, c'est angoissant. J'aurais préféré, moi, qu'ils me parlent jamais en cartouche, en fait. Je sais plus combien en plus, ça m'a pas marqué, je sais pas combien il m'en reste là actuellement, j'ai pas envie de savoir. Rapidement, les effets secondaires des traitements qui varient de l'un à l'autre. Est-ce que tu peux citer quelques exemples? Et du coup, quel rapport justement avec, donc là, bien après le diagnostic, est-ce que ça a toujours un impact, pour le coup, les traitements, pas directement la maladie, sur ton rapport à ton environnement, à tes sorties, etc. Ouais. Ouais, ouais, les premiers ça allait, c'était, bon, voilà, à part la perte des cheveux, évidemment. Mais ça allait, j'étais juste, hyper naze, en fait, mais c'était de la fatigue. Et puis après, là, sur le dernier step, donc celui que j'ai actuellement, ben là, c'est des vomissements. Donc là, ouais, ça ça m'est déjà arrivé, de vomir juste avant de partir en soirée parce que j'avais fait mon traitement ou en fait, je conduis, moi, pour me rendre toute seule, à l'hôpital pour faire mon traitement et je rentre toute seule en voiture. Ça, c'est un souhait, hein, je pourrais avoir une ambulance, mais j'ai pas envie. Et des fois, ben ouais, je vomis juste avant de partir, ou j'ai la nausée en voiture, voilà et ça, je le dis pas. Ça, vraiment, c'est des trucs de moi et moi-même, quoi, Et mais tu te mets une pression des fois où tu te dis, ben, en fait, là, il faut que je sorte, parce que j'ai pas envie que cette maladie m'empêche de ouais. profiter de ces moments-là et de passer des bons moments avec mes amis, avec ma famille. Ouais. Ouais, 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 ça, je me fous des coups de pression comme ça et je sors en général. Je sors, des fois je me rate la première partie du DJ. Des fois, j'arrive, 10 heures après les autres qui m'engueulent parce que je suis en retard. Mais, et à ce moment-là, en vrai, je dis même pas pourquoi. Parce que j'ai pas envie de faire redescendre le mood, quoi. Mais oui, oui, bien sûr, je me fous des espèces de coups de pied aux fesses, quoi, des fois. Et souvent. Et c'est ça aussi qui fait que je tiens, que la santé mentale, ça va parce que socialement, j'essaie de beaucoup plus qu'avant, quand j'ai eu cette phase où vraiment je me suis renfermée. J'essaie de me dire, ben tant pis en fait, genre, c'est pas grave, j'arriverai en retard ou j'arriverai pas trop dans mon assiette, mais je vais faire une soirée cool. Et en vrai, en règle générale, ça m'est jamais arrivé d'être en soirée et de devoir aller vomir ou de devoir aller aux toilettes. J'ai l'impression que le cerveau à ce moment-là prend le relais et voilà, les maladies elles se mettent un peu en recul, genre bon allez on va lui laisser kiffer sa soirée, kiffer son moment et puis voilà on sera là demain quoi. On en vient à l'évolution de la cohabitation avec la maladie. Est-ce que les traitements, ils permettent de, de, de- d'anticiper, on va dire, les crises ou Ouais, pas? Ou est-ce que bah ça reste une maladie imprévisible sur la durée? Et donc, bah, faut faire avec dans son quotidien. faut faire avec. Ouais. Autant t'as des ben en fait c'est ça, c'est que tu peux passer 2 mois hyper bien et puis en 15 jours 15 jours catastrophiques et puis tu peux très bien aller hyper bien à 18 heures et être au fond du seau à 19. Donc même avec un traitement. Donc, tu sais que le traitement, il permet d'espacer les crises, mais à tout moment, ça te tombe dessus, quoi. Est-ce que tu peux réfléchir à un mot? Tu as droit à quelques secondes de réflexion. Ok. C'est difficile comme question. Un mot pour décrire ta relation avec la maladie. Meilleur ennemi, ça en fait deux. Pourquoi? Parce que c'est un espèce de truc où t'es à deux. Enfin, genre, ouais, c'est bizarre, mais c'est une coloc. C'est une coloc. Et du coup, c'est un peu devenu ma pote forcée, quoi. Vu que c'est ma coloc que j'aimais pas. C'est un peu, tu sais, genre, on te fout quelqu'un chez toi, tu le détestes, mais en fait, au final, elle est là, quoi. T'as pas le choix. Et, et en vrai, j'aimerais trop qu'elle se casse, tu vois. Mais je sais qu'elle se cassera pas, donc j'ai appris à l'aimer. Hmm. Euh, on en vient à la féminité. Ouais. Euh, donc, pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est pas la maladie qui permet d'aborder sereinement sa féminité. De manière générale, on n'est pas dans une société, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de sociétés où on a un rapport très glamour, notamment au sel et à la digestion de manière générale. Comment est-ce que tu te construis en tant que jeune femme,
donc vis-à-vis de ta féminité, je vais te laisser en parler par rapport, aux cheveux, mais aussi vis-à-vis du désir par rapport aux hommes. Tu es hétérosexuel, heu, est-ce que ce comment ça se passe dans ta tête? Ouais, alors, à ce moment-là, j'ai un mec depuis plusieurs années. Donc il y a une espèce de truc de confiance, où, c'est lui qui me pose mes extensions, en fait. C'est pas et puis les poignées de cheveux, il les voit et il m'aime comme ça. Donc en fait, à ce moment-là, j'ai pas eu ce truc de, je dois cacher, enfin pas avec en tout cas, le mec de ce moment-là, quoi. C'est lui qui me enfin on essaie de trouver ensemble un espèce de moyen pour, éviter la perruque. Parce que la perruque, ouais, no way quoi. Genre, un coup de vent, ça part. Moi, je commence à me dire, mais je laisse tomber l'été, la transpi, tu peux pas te baigner. Enfin, puis un coup de vent, ça part. C'est ça qui me faisait stresser, tu vois. Je sais qu'il y a plein de trucs pour que ça tienne, hein. Mais je me disais à tout moment, genre, je sais pas, je fais un manège, je peux pas faire un manège. Genre, à tout moment, la perruque, elle se barre, tu vois. Et puis ce truc de ça se verra, mes potes le verront. En fait, c'est ça. Donc, tu perds tes cheveux, ça te fout un coup, et puis tu essaies de trouver vite, vite une solution pour cacher. Et donc là, ouais, là, par contre, je me souviens que j'ai eu un espèce de petit coup, genre, il va plus m'aimer, il va me trouver moche. Je me trouvais moche, en fait, moi-même, hein, avec mes trous dans les cheveux. Et, euh, et j'essaie de cacher, cacher, camoufler, 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 camoufler. Donc là, allez, bam, extension, extension à froid pour pas que ça arrache les cheveux. Mais finalement, ça les arrache quand même parce que c'est de la colle et que ça. Voilà, donc c'est toujours ouais, ce truc de. Et puis je dis pas réellement la vraie raison. Je dis aux gens qui me connaissent vite fait ou mes potes, je leur dis ouais, j'avais envie d'avoir les cheveux plus longs. Ou, enfin, tu vois. Mais non, en fait, je voulais juste combler mes trous. Et parce qu'il y avait ce truc de, quand j'étais ado, j'étais hyper superficielle. J'avais des extensions, mais pour avoir les cheveux plus longs. Là, c'était plus le cas. Là, je kiffais avoir mes cheveux sans extension. Et là, je devais repartir sur un truc chiant où ça te gratte la tête. Et donc, bon, voilà. Par contre, après ma rupture avec cette personne, là, je me suis dit, waouh, là, je vais devoir expliquer tout ça à un nouveau mec. Chaud, parce que du coup là, il y avait pas ce truc de on découvrait ensemble que j'étais malade et donc on est dans un train en marche et donc on est forcé de suivre ce enfin, je me mettais pas à nu parce qu'en fait, j'étais déjà avec cette personne depuis de nombreuses années donc il y avait pas de jugement, en fait. Là, je savais que je pouvais faire face à un mec qui est dans le jugement, hem, Et puis quand tu commences une relation avec quelqu'un, tu es dans un rapport de de séduction, il faut fou. séduire Ouais, l'autre. ouais, c'est ça. C'était, il va me toucher les cheveux, il va sentir, les extensions. Il faut absolument que je lui en parle avant parce que s'il sent et que je lui ai pas dit, il va dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'elle est superficielle, elle a des extensions», s'il aime pas ça, tu vois? Il y en a, ça les dérange pas, mais il y en a, ils aiment pas ça. Ouais, tu te Et au-delà dis, des cheveux, si, tu as à un moment donné des ballonnements, ouais. est-ce que tu t'es mise des barrières, avant de te lancer dans cette relation? Ou, est-ce que, bon, par chance, parce que tu es tombée, sur le bon homme, puisqu'aujourd'hui tu es encore avec et tu as Ouais. un enfant avec lui, mais est-ce que, ouais, est-ce que tu t'es mis des barrières avant de te lancer dans cette relation? Est-ce que tu as ouvert les vannes petit à petit? Ça s'est Petit fait à par petit, étapes? ouais, tout petit à petit, j'en ai pas parlé, puis j'ai fait une lettre où j'évoquais le truc. Ah, donc tu es passée par Enfin, l'écrit. ouais, je suis passée par l'écrit parce qu'en fait, à ce moment-là, je me piquais. Je me piquais le week-end ou la semaine, je sais plus, bon bref, mais je me piquais, donc c'était visible. Il y avait la boîte avec les seringues vides dans mon appart. Il y avait des pansements, des ordos, des trucs qui traînaient. Donc en fait, il était forcé de deviner le truc. Et puis je pense que je l'ai fait ressentir. À un moment, j'ai voulu mettre les pieds dans le plat, mais j'ai pas réussi à me jeter direct. Donc je l'ai dit petit à petit, jusqu'au moment où je suis passée par l'écrit en lui disant un jour je te dirai tout. Mais voilà, je voulais quand même qu'il soit au courant que j'avais des problèmes de santé avant qu'on se mette ensemble. Donc pendant nos petits dates voiture. Donc des dates dans la voiture qui duraient des heures et des heures. Et là, on abordait un petit peu le sujet, mais je creusais pas trop. Voilà. Je lui disais juste, ben, il avait vu. En fait, je pense que j'ai commencé à parler par les cheveux. En fait, c'était un bon angle d'attaque.
de lui dire, «Bon, tu vu, j'ai des extensions. Est-ce que tu les as vues?» Il m'a dit: «Oui». Et bon là déjà ça m'a saoulée parce qu'il les avait vues et je pensais que ça se voyait pas et donc là j'étais deg, mais j'ai dit: «Ouais, bon voilà, j'ai perdu mes cheveux, enfin une partie de mes cheveux», et donc voilà, je lui ai vite fait dit que il a compris. Il a compris, mais il m'a pas foutu la pression et à ce moment-là, je me dis, «Ouais, ça a l'air d'être une personne cool, qui est dans la compréhension, qui me fout pas la pression pour avoir des réponses, qui sait que j'ai des extensions mais il s'en fout, Il a pas une curiosité mal placée Ouais, aussi? c'est ça, il a pas une curiosité mal placée, il me fout pas la pression, il me laisse vraiment gérer le truc et c'est ça et moi, par contre, je me fous la pression de, ouais, il faut que je sois belle, faut pas que ça dépasse, faut pas que ouais, c'est ça, faut pas que je sois en crise quand je le vois, faut pas que j'ai envie d'aller aux toilettes. Alors, à ce moment-là, je bouffais rien, je mangeais rien. Bon après, à ce moment-là, j'étais en études sup, j'avais un taf, enfin, c'était 200 à l'heure le truc. J'étais toute seule donc j'avais pas le temps de trop de me faire à manger et je bouffais rien donc en fait, concrètement, quand tu manges pas, tu vas pas aux toilettes, quoi. Mmh. Mais du coup, j'étais maigre de ouf. Mais bon, voilà. Justement, ton rapport à l'alimentation, comment il a évolué avec cette maladie? Hem, ouais, j'ai eu cette phase quand même, manger égale douleur et surtout égale, honte toilette. Plus que douleur. En fait, j'ai beaucoup mis ma douleur de côté et plus mon apparence. Genre, avant ma douleur, parce que, ben, ma douleur, c'est moi, hein, donc avant moi, ben, il y a les autres et les autres, c'est les signes. Donc les signes, ouais, toilette, ballonnement, tout ça. Peur pour ton image, Ouais, ton image. c'est ça et pas envie qu'on me pose des questions en plus. Mm. Parce que c'est souvent c'est ça, c'est que les gens, ils s'intéressent trop, quoi. Ils sont trop curieux, les gens et donc ben, ouais, je mangeais pas beaucoup, j'ai maigri beaucoup et après j'ai appris à savoir ce qui me faisait mal au ventre et ce qui me faisait moins mal au ventre et donc là, j'ai commencé à faire une petite, gymnastique, dans ma tête, et beh, ça, je peux le manger là et puis après ça ira bien parce que là, j'aurais pas mangé de genre du gluten, j'essaie de me limiter en gluten avant une soirée ou avant un date, enfin, tu vois? J'étais, ouais, tout le temps en train de réfléchir, qu'est-ce que je mange, pour pas, être au fond du seau. T'as fait appel à un nutritionniste plus tard ou pas? Ouais et là, j'ai fait appel à une nouvelle, nutritionniste d'ailleurs qui est à Londres. C'est un peu cher et ça d'ailleurs, c'est un peu chaud parce que c'est vrai qu'en France, il y a des choses qui sont remboursées et tout, mais si vraiment tu veux avoir un suivi parfait quand tu as la maladie de Crohn, et la polyarthrite rhumatoïde, tu dois payer quand même à un moment donné, hein. Voilà. Donc si tu veux vraiment des trucs, sympas, donc là concrètement, j'ai fait le premier rendez-vous, j'ai vu le prix et j'ai dit: «OK, quand j'aurai le budget, je reviendrai», mais voilà. On va venir à un sujet que tu as voulu aborder dans le podcast, concernant la place de la psychologie, notamment sur le déclenchement des crises, mais aussi peut-être sur le déclenchement lui-même de la maladie, puisque Crohn est une maladie qu'en fait tu as dès ta naissance, mais qui est une maladie en veille, pour parler en termes informatiques, et puis qui à un moment donné se réveille Ouais. et se met en marche. Donc déjà, on va parler des crises. En premier lieu, est-ce que pour toi, si j'ai bien compris, il y a un lien entre euh, ton état psychologique Mmh, mmh du mh. moment, d'une période, Ouais, et le déclenchement plus ou moins fréquent de crise? ouais, oui, il y a un lien. Autant il y a des fois où, bah, non, il y en a pas. Genre, je suis très bien et j'ai une crise. Autant quand je suis stressée, j'ai une crise. Ça, c'est certain. Ouais, c'est ça. C'est que stress, événement stressant, et des fois, vraiment c'est étonnant, mais genre, remise de mémoire de master, le truc de ouf où tu dors pas pendant une semaine. Parce que tu à la bourre, parce que ton groupe, il y en a un qui fait chier parce qu'il bosse pas comme les autres. Ben là, en fait, tu tellement un enjeu fort que ton corps, il se dit: «C'est peut-être pas le moment de l'emmerder», tu vois? Et j'ai remarqué ça. J'ai remarqué que quand c'était des petits stress quotidiens et tout, la crise, mais des fois sur des gros trucs où genre je suis censée, bah, du coup être, très en crise, ben, en fait mon corps il attend. Ok, et donc par rapport au déclenchement de la maladie, toi, là pour le coup, si j'ai bien compris, tu es assez persuadé qu'il y a un lien entre les événements qu'on peut vivre dans sa vie et euh, le fait que la maladie se réveille. Ouais, mais et ça je l'ai compris très tard.
Mais en fait, je suis sûre que, pour ma part, j'ai vécu un choc émotionnel, quand j'avais 15 ans Mmh. et je suis sûre que ce choc émotionnel-là, c'est lui qui a réveillé les premières crises. Même si quand j'étais à l'école et tout, j'avais quelques maux de ventre, j'étais souvent absente, donc c'était quand même latent, quoi. C'était là, mais c'était pas dans mon quotidien. Mais à partir de ce moment-là, ça s'est sacrément augmenté. Et c'est là où les vraies premières crises ont débuté, en fait. Et en fait, donc ça, je l'ai appris plus tard en me faisant suivre donc, psychologiquement et tout, de par cet événement traumatique que j'ai vécu et que j'ai enfoui en plus. Donc, vraiment amnésie traumatique, enfin vraiment le truc, je l'ai capté il y a vraiment très peu de temps, quoi, en fait, que c'était lié à ça. Et en fait, l'hypnothérapeute donc, qui me suit pour cette amnésie traumatique m'a dit, mais tu sais, dans d'autres pays, quand on diagnostique Crohn, enfin, il y a plein d'études, mais c'est en anglais et tout. Et elle me dit, dans d'autres pays, et notamment, je crois que là où elle s'est formée, dans le pays où elle s'est formée, je sais plus lequel, elle me dit, on fait tout le temps le lien entre des événements qui ont pu psychologiquement t'impacter au début des symptômes. Et c'est pas le cas en En France. France, mais jamais de la vie, on m'a posé des questions. Jamais de la vie. C'était juste, oui, c'était comment ça va dans ta vie, quoi. Mais il y avait pas, on creusait pas. Sachant que sur des gros traumas, et dans mon cas, c'était une amnésie traumatique, donc je me souvenais pas de ce que j'avais vécu. Je m'en suis souvenue pendant ma grossesse, là. Donc concrètement, voilà. Euh, et en fait, sur des gros traumas, ben, quand on te demande ça va dans ta vie, tu dis oui. Parce Oui, que c'est tu tellement élucides le lourd sujet. que ton cerveau, il bloque, quoi. Mmh. Ton cerveau, il bloque. Et en fait, à ce moment-là, il faudrait vraiment qu'il y ait euh, une personne qui soit dédiée au fait de creuser un petit peu, un professionnel de la psychologie, qui soit là pour au moins essayer de détecter si quelque chose a pu. Mais dans la majorité des cas, oui, il y a quelque chose. Sauf qu'avec des questions bateau du style ça va à l'école, ça va à la maison, ben oui, 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 ça va. À moins que voilà, à ce moment-là, tu lâches tout et tu sais ce qui cloche. Mais dans mon cas, en tout cas, moi, sur un gros trauma avec amnésie traumatique, ben à ce moment-là, quand on me pose ces questions, c'est oui, ça va, quoi. OK. On arrive à la fin. Avant-dernière question, quelle question tu t'es posée avant de mettre en route le projet bébé, par rapport à la maladie? Est-ce que tu avais eu, notamment, des réflexions des médecins ou des mises en garde par rapport, au fait de tomber enceinte? Oui, bien sûr. Genre, j'ai pas envie de transmettre ma maladie à ma fille ou à mon fils. Et ça, je suis tombée sur quelqu'un qui voulait une famille nombreuse. Voilà. Comme de par hasard. Et parce que bon, voilà, il a une famille nombreuse et il a super bien vécu ça. Et c'est qui tout double, hein, quand tu es dans une famille nombreuse. Soit tu adores ce que tu as vécu et du coup, tu as envie de reproduire. Soit tu détestes et tu veux pas d'enfant ou un enfant, tout seul. Et moi, je suis tombée sur ben, une famille super. Et donc, il a adoré ça, de vivre avec donc ses sœurs et après son petit frère. Et donc voilà, il voulait plein d'enfants, il voulait minimum 4. Donc j'ai dit: «Beh, écoute, mon coco, moi, je stresse quand même un petit peu, quoi», parce que et puis lui, il occultait beaucoup et puis, c'est quelqu'un, Nathan, qui est très, très, très positif. Et donc tout allait bien se passer et tout, mais quand même, il comprenait cette angoisse. Donc j'en ai parlé à mon gastro-entérologue avec lui. Le jour où on a commencé à se poser la question du pourquoi pas tout de suite, mais dans quelques années, quoi. Genre, j'aimerais bien arrêter ma contraception bientôt parce que j'étais persuadée en plus que j'allais pas tomber enceinte de suite. Mmh. J'étais là, oui, bon, moi, ça fait longtemps que je suis sous pilule, nanana, enfin, ce qu'on se dit toutes, d'ailleurs. Parce que, voilà, en moyenne, tu mets 7 mois pour avoir un enfant et tu te dis pas, voilà, ça va arriver de suite, quoi. Et puis mon corps, c'est un peu mon ennemi, donc je pensais pas qu'il pouvait créer un bébé comme ça super, super vite et tout. Et donc voilà, donc peur de transmettre ça à mon enfant et une peur de mourir. Parce que tu te dis, ok, mais une fois que cet enfant il est là, il a une maman. Et cette maman-là, c'est moi. Et perdre sa maman, c'est pas cool, quoi.
Donc ouais, aussi stress par rapport à ça et du coup, Ah ouais, tu te culpabilisais avant même que avant ton même enfant soit venu au monde en de te mourir, disant: «Est-ce que» de mourir, trop tôt. Voilà et et comment tu franchis ces questionnements-là? donc là, mon gastro déjà, il me rassure. Mon mec, me rassure beaucoup. Il me dit: «Tu sais, moi, je peux mourir demain en traversant la route. Donc en fait, voilà, c'est pas grave et puis ta fille, elle peut t ou ton fils», bon, c'est une fille, donc c'est pour ça que je dis ma fille, mais heu, on peut de toute façon tomber malade, pour plein de raisons Oui, au différentes. cours de sa vie, Donc voilà et puis en plus Crohn, ça se transmet vraiment, pas beaucoup, voire peu et bon par contre le gène que j'ai, HLA-B27 lui, c'est surtout de garçon à garçon. Donc ça m'a aussi rassurée de savoir ça. Je me dis: «Bon, je suis une fille, c'est une fille, bon peut-être que voilà, elle passera à côté» et puis il m'a dit: «Tu sais», et ça c'est cette phrase qui a fini de me convaincre. Il m'a dit, «Tu sais, si un jour notre enfant est malade ou plusieurs de nos enfants sont malades, de cette maladie-là ou de ces maladies-là, tu seras la meilleure maman qu'il puisse avoir Mmh. parce que tu seras passée par là» et il me dit: «Regarde-toi, tu étais dans l'errance parce que tu avais personne autour et la seule personne que tu connaissais qui avait Crohn, elle était plus de ce monde, quoi». Donc c'était chaud et surtout il me dit: «Au moindre doute, au moindre premier symptôme, tu sais, toi» et du coup j'ai dit: «Ouais, c'est vrai». Dernière question pour finir. Hem, qu'est-ce que non pas la maladie, mais qu'est-ce que toutes les étapes, que tu as traversées à travers, cette maladie, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Heu et en quoi ton rapport à la vie, il a évolué? Ça m'a construite, je pense. Je pense que je serais vraiment pas la même Elisa sans tout ce que j'ai vécu et ça m'a mis du piment dans ma vie aussi, hein, on va pas se cacher. En vrai, ça m'a donné de l'occupation. Non, mais en vrai, ça m'a construit. J'avais déjà un fort caractère, depuis toute petite et voilà, je suis lion et on m'a toujours dit: «Oh là là, quel sale caractère». Mais c'est ce sale caractère qui a fait que j'ai pas lâché, que voilà, au final, heureusement que j'avais du caractère. Parce que c'est là où, en fait, j'ai réussi à ouvrir ma bouche et à dire, «Ben non, là, il y a quelque chose qui cloche et il faut creuser». Et en fait, ça m'a forgé, ça m'a donné, une vision beaucoup plus douce de la vie où je me dis, «Beh, on peut crever à tout moment en fait, hein, ça tient à rien» et quand, en vrai, juste avant le diagnostic, quand j'ai cru que j'allais mourir, beh, ouais, je me suis dit: «En fait, j'ai pas assez profité», enfin voilà et là, je me dis, je relativise énormément sur plein de choses. Vraiment, genre la voiture, je sais pas, on casse la voiture, c'est pas grave, enfin, c'est bien sûr que c'est relou dans le quotidien parce que ça fait des frais, des machins, mais en fait, c'est pas grave parce qu'on va bien, et c'est plein de choses comme ça du quotidien où je suis un peu la personne qui apaise aussi les autres. Mmh. De dire mais et sans forcément leur remettre à chaque fois mon histoire dans la tête, hein, parce Oui, oui, que oui. j'ai pas envie d'à chaque fois de remettre ça sur le tapis. Mais de leur dire, voilà, d'essayer de leur faire penser à tout ce qui est bien dans leur vie et au fait qu'en fait, ce qu'ils vivent là et qu'ils ont l'impression que c'est un monde entier, mais en fait, c'est rien du tout. Voilà. Merci Elisa. Avec plaisir. On peut te suivre sur tes réseaux sociaux? Donc, je vais donner mon pro et mon perso. Donc, mon perso, c'est Ely, ELY, DCS sur Insta. Et mon pro, c'est Ma Baby, BABY, Planner, PLA, 2NER. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous venez d'écouter un épisode d'Asymétrie, un podcast natif et indépendant dédié aux témoignages. Si vous avez passé un bon moment avec nous, soutenez-moi en vous abonnant, en laissant une note et en me faisant part de vos réactions sur le compte Instagram du podcast. À bientôt!